On dit souvent qu'une guerre se termine le jour où l'on signe la paix. Mais parfois, c'est ce jour-là que les vrais problèmes commencent. Janvier 2003, la Côte d'Ivoire est coupée en deux. Des familles déplacées, des villes séparées. Une méfiance totale. Et pourtant à des milliers de kilomètres du front, dans un château tranquille de la région parisienne, on va tenter d'écrire la fin du conflit. Ce lieu s'appelle Marcoussis. Ce qui va s'y jouer ressemble moins à une négociation qu'à un pari dangereux. Parce qu'ici, tout le monde veut la paix, mais personne ne veut en payer le prix. Pour comprendre ce qui se joue ici, il faut revenir quelques mois en arrière. Septembre 2002, une rébellion armée éclate. En quelques jours, le pays se retrouve coupé en deux. Le sud contrôlé par le pouvoir du président Laurent Gbagbo, le nord tenu par les insurgés. Au cœur du conflit, une question explosive. Qui est vraiment ivoirien? Nationalité, droit de vote, accès à la présidence, des sujets politiques, devenus des lignes de front. Les armes parlent, et plus les semaines passent, plus la communauté internationale craint l'embrasement total. Pour Paris, rester spectateur devient impossible. La guerre menace toute la région et des milliers de ressortissants étrangers sont sur place. Officiellement, la France veut éviter le chaos et pousser les ennemis à dialoguer. Mais en fait, la France veut aussi plusieurs choses. Garder son influence dans la région, éviter que tout parte en chaos et que ça fasse du tort à ses entreprises et son économie. Montrer au monde qu'elle est toujours une grande puissance capable d'agir, et surtout, ne pas perdre le contrôle sur un dossier très important. Et selon comment on regarde la situation, on va dire soit, c'est de l'aide. Soit, c'est de l'ingérence. Alors une décision est prise. On éloigne les ennemis du champ de bataille. Loin du bruit des combats. Loin de la pression de la rue. Direction, Marcoussis. Ils arrivent séparément, méfiants, entourés de conseillers. Certains se serrent la main. D'autres évitent les regards. Tous savent une chose, la décision prise ici peut décider de leur avenir ou de leur chute. La porte se referme, pour la première fois depuis le début de la guerre. Les ennemis vont devoir se parler. Sur le papier, l'objectif est simple, arrêter les combats, réunifier le pays. Dans la réalité, chacun est venu défendre sa survie politique. Car ici, personne ne négocie seulement pour la Côte d'Ivoire. Chacun négocie aussi pour son avenir. Autour de la table, les calculs commencent déjà. Que puis-je accepter? Que dois-je refuser? Jusqu'où puis-je aller, sans me renier devant ceux qui m'attendent au pays? Car pendant que l'on discute dans le calme d'un château français, là-bas la méfiance ne disparaît pas. Les combattants surveillent, les partisans commentent, et chacun redoute d'entendre le mot de trop. Très vite, une évidence apparaît. Les mêmes mots n'ont pas le même sens pour tout le monde. Partage du pouvoir, désarmement, élection. Pour les uns ce sont des garanties, pour les autres des risques immenses. Le doute, plus les discussions avancent, plus une question s'installe dans les esprits. Et si cet accord déclenchait une nouvelle crise au lieu de l'éteindre? Laurent Gbagbo, il est le président, le visage officiel du pouvoir. Mais chaque concession qu'il accepte ici peut fragiliser son autorité là-bas. Et dans ce genre de crise, un chef d'État peut tomber plus vite qu'il ne l'imagine. Guillaume Soro, lui est le chef de la rébellion. Les armes lui ont donné une place à la table. Mais transformer une victoire militaire en avenir politique, c'est une autre bataille, et elle pourrait le conduire beaucoup plus loin qu'il ne le pense. Tandis qu'Alassane Ouattara, lui n'est pas chef de guerre. C'est un opposant longtemps tenu à distance du pouvoir. Mais si les règles changent, son heure pourrait venir, et dans cette pièce certains le sentent déjà, cet homme pourrait un jour compter bien plus que prévu. Jacques Chirac, alors président de la République, reste au-dessus de la mêlée. La France pousse pour un compromis. Officiellement pour éviter le pire. Mais dans ce type de crise, aider signifie toujours aussi influencer. Les réunions s'enchaînent, les textes avancent, puis reculent. Une phrase acceptée le matin devient inacceptable le soir. Les téléphones sonnent, depuis Abidjan, depuis le Nord, depuis les capitales étrangères. Et toujours la même peur revient. Qu'est-ce qu'on dira de moi quand je rentrerai? Peu à peu une vérité s'impose. Faire la paix sur le papier est possible. La faire accepter dans la réalité, c'est une autre histoire. Les stylos sont posés sur la table. Les caméras attendent. Le monde veut sa photo. Alors, il signe. Flash, sourire, poignée de main. Mais derrière les visages, une question hurle en silence. Avons-nous sauvé le pays? Ou préparé la prochaine tempête? Ils viennent peut-être d'obtenir la paix. Mais ils n'ont aucune garantie de la garder. Mais même après Marcoussis, la paix n'est jamais arrivée comme un soulagement. Dans les rues d'Abidjan et d'autres villes, des milliers de personnes ont manifesté contre la présence des troupes étrangères. Beaucoup dénonçaient une France trop présente, trop impliquée, trop influente.
Quelques cortèges ont dégénéré. Des heurts ont éclaté entre manifestants, militaires ivoiriens, et soldats français présents dans le cadre de l'opération Licorne. Certains de ces affrontements ont fait des victimes. Des civils, des militaires, et même des journalistes pris dans la mêlée. Rien n'était réglé, et pour beaucoup de gens, Marcoussis avait plutôt été le début d'une nouvelle série de tensions. Avec les années, le jugement devient plus nuancé. Marcoussis n'a pas tout réglé. D'autres crises viendront, mais quelque chose a changé. L'idée que les ennemis doivent tôt ou tard s'asseoir à la même table. Plus de 20 ans ont passé. Le pays s'est reconstruit, transformé, l'économie progresse. Les villes grandissent. Mais les mémoires, elles restent sensibles. La paix n'est jamais un acquis. Rien n'était parfait. Rien n'était simple. Marcoussis n'a pas offert un miracle. Il a ouvert une porte. Fragile. Contestée. Mais une porte quand même. Et parfois, dans l'histoire d'un pays, ouvrir une porte, c'est déjà empêcher qu'elle reste fermée pour toujours.